Alors, bonjour Benoît Dupont, merci d'avoir accepté de participer à cette petite entrevue filmée. Vous êtes l'auteur d'un chapitre du livre, le chapitre s'appelle Police et prévention de la cybercriminalité et il fait partie du livre L'avenir policier. Avant de commencer, je voulais vous demander, est-ce que vous voulez bien un peu me parler de votre parcours et de ce que vous faites actuellement? Oui, bonjour Sébastien, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis professeur de criminologie à l'Université de Montréal, à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, depuis une vingtaine d'années. Auparavant, je travaillais en Australie. Je travaillais 3 ans en Australie, à l'Université nationale australienne, et je suis français d'origine. J'ai fait une thèse en sciences politiques sur la police et l'institution policière et son évolution et ses réformes multiples et variées. Et depuis une quinzaine d'années, je travaille sur les questions de cybercriminalité et de cybersécurité. Et j'essaye de réfléchir à ça sous l'angle de l'adaptation des organisations policières à ce nouvel environnement criminel numérique et comment c'est en train de changer leur travail et également l'architecture un petit peu institutionnelle, avec qui elles doivent apprendre à travailler, comment et quelles réformes sont à envisager. Donc voilà, donc moi j'enseigne, j'ai des étudiants que je dirige à la maîtrise, au doctorat, je donne quelques cours. L'essentiel de mon travail est consacré à la recherche et à l'administration de réseaux de recherche. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'on entend par cybercriminalité? Oui, alors la cybercriminalité, ce sont l'ensemble des crimes qui ont une composante plus ou moins numérique, enfin, avec plus ou moins d'intensité de composantes numériques. Donc en général, pour essayer de mieux comprendre et de définir des catégories de cybercriminalité, parce qu'il y a cybercriminalité, ça fait référence à tout un panel de crimes avec un volet numérique. Donc il y a, en général, on aime bien séparer ça en 3 catégories. Il y a les crimes cyberdépendants, donc ce sont tous les crimes nouveaux réellement, qui ne pourraient pas exister sans Internet et sans les ordinateurs. Alors, c'est tout le piratage informatique, les attaques par déni de service. Donc, ce sont vraiment des crimes nouveaux qu'on a vu apparaître depuis une vingtaine d'années avec la démocratisation d'Internet et qui ont, par définition, une composante numérique où les systèmes informatiques sont la cible des criminels. Ensuite, on a ce qu'on appelle les crimes cyberfacilités. Donc, ce sont des crimes anciens, conventionnels, classiques, comme la fraude et l'escroquerie, mais dans lesquels le numérique sert d'élément amplificateur. Alors là où les fraudeurs pouvaient rejoindre quelques dizaines de victimes ou quelques centaines de victimes, grâce à Internet, grâce au réseau informatique, ils vont pouvoir mener les mêmes types de fraudes, mais à des échelles complètement nouvelles, des centaines de milliers de victimes et dans certains cas des millions de victimes. Donc on voit là que c'est vraiment un changement d'échelle. Et notamment, alors, on a la fraude, on a le vol, on a tout ce qui concerne la production et la distribution de pornographie juvénile. Donc tout ça, ce sont les crimes cyberfacilités. Puis il y a une troisième catégorie qui ne sont pas à proprement parler des cybercrimes, mais qui vaut quand même la peine qu'on le mentionne, ce sont les crimes cyberassistés. Et alors à l'heure actuelle, c'est quasiment tous les crimes, parce que le moindre trafiquant de drogue va avoir recours à son téléphone intelligent, à son smartphone pour coordonner ses activités commerciales avec ses fournisseurs ou avec ses clients, pour encrypter des données. Il va faire utiliser son ordinateur pour des transactions financières, pour du blanchiment. Donc, tous les terroristes vont utiliser leur ordinateur pour échanger de la propagande, diffuser des vidéos de formation. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les crimes cyberassistés. Mais là, l'informatique, c'est un outil indépendant que les délinquants utilisent au même titre que nous, on utilise ces outils dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Et on va suivre un peu la logique de votre chapitre. Vous parlez de 3 grands thèmes. D'abord, le problème lié à la quantification de la Ouais. cybercriminalité. Et je vais embrayer sur ça parce que, comme vous dites, vu les 3 catégories, hein, cyberdépendance, cyberfacilité, cyberassisté, mais ça me semble encore plus compliqué de vraiment quantifier à quel ordre de grandeur on a affaire lorsqu'on parle de cybercriminalité. Comment on Effectivement, fait?
quantifier ça en fait? Ben, c'est très compliqué parce que les outils de collecte ou les outils de mesure dont dispose la police sont pas organisés autour de ces catégories. Elles sont organisées sur des catégories pénales, juridiques plus traditionnelles. Mais quand on parle de crimes cyber facilités, on voit bien qu'il y a des crimes comme la fraude qui peuvent avoir zéro composante technologique ou au contraire être entièrement menés en ligne. Mais quand les policiers vont enregistrer ce type de crime, c'est très rare qu'ils disposent de catégories qui permettent de caractériser la dimension technologique ou pas. Alors, les organisations policières, quels que soient les pays, hein, tous les pays sont pas mal logés à la même enseigne, n'ont pas encore vraiment trouvé la solution pour inclure cette mesure-là, ou quand elles l'ont, les policiers sont tellement occupés qu'ils n'ont pas vraiment le temps parce que ça rajoute évidemment de la paperasse additionnelle, donc ils sont déjà surchargés de travail. Donc moi je pense qu'une des solutions, ce sont les enquêtes de victimisation qu'utilisent les grands organismes de statistiques nationaux, qui font des enquêtes à l'échelle de toute une population avec des dizaines de milliers de répondants, qui posent spécifiquement la question aux victimes. Parce qu'un autre gros problème pour la quantification et la mesure, c'est qu'il y a une proportion infime seulement des victimes qui vont déclarer ou qui vont porter plainte à la police. En moyenne, là, selon les types de crimes, c'est de 1 à 5% de cybercrimes qui sont déclarés à la police. Donc le chiffre noir par comparaison, en tout cas au Canada, pour les crimes traditionnels, c'est 30% des crimes qui sont déclarés à la police. C'est une moyenne, évidemment, ça varie beaucoup, mais déjà, on estime que c'est beaucoup trop peu. Mais dans les cybercrimes, c'est 5%. Alors imaginez, on est déjà 6 fois moins de déclarations que les crimes classiques qui sont déjà notoirement sous-déclarés. Donc les enquêtes de victimisation permettent de surmonter cette difficulté et de poser tout simplement aux gens la question: est-ce que vous avez été victime de tel type de problème criminel? Et certains d'entre eux sont des cybercrimes. Et donc là, on a des images beaucoup plus précises de la réalité. Et là, le problème, c'est que ça crée des statistiques tellement démesurées que les politiques et les hauts gestionnaires policiers ont assez peur de ça, parce que instantanément, ça a été le cas en Angleterre, ça vient doubler instantanément les chiffres de la délinquance. Et là, en termes de relations publiques, en termes d'image, c'est désastreux, bien évidemment. Mais justement, la question suivante donc, va plus se poser sur la typologie, un peu les différentes unités d'enquête qui existent en matière de cybercrime. Je ne savais pas que c'était réparti comme ça. Je pense que vous en mentionnez 4 généralement. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Oui, alors ces 4 catégories, ce sont les 4 grandes catégories d'équipes spécialisées qu'on a recensées dans divers pays, où on a essayé de comprendre comment justement les organisations policières s'adaptaient à cette nouvelle forme de délinquance. Donc la première catégorie, le premier type d'équipe spécialisée, ce sont les équipes de soutien technique, c'est-à-dire donc qui travaillent en collaboration avec tout un tas d'équipes d'enquête spécialisées contre le crime organisé, le trafic de stupéfiants, le terrorisme, etc., etc. Donc eux, ils font des soutiens techniques, donc ils font de l'extraction de données quand on saisit des smartphones, quand on saisit des clés USB, quand on saisit des ordinateurs, mais eux, ils sont, on va dire, des techniciens d'analyse de données numériques qui vont extraire et qui vont restituer ensuite aux unités d'enquête spécialisées une fois qu'ils auront fait ces prélèvements-là. Le deuxième type d'unité, ce sont des unités de renseignement criminel qui vont faire de la veille en ligne sur les médias sociaux, qui vont essayer de capturer de la donnée, mais avec des cibles individuelles, des personnes d'intérêt bien identifiées. Et donc, ils vont mettre en place des procédures de surveillance principalement en ligne. Les troisièmes équipes spécialisées, et souvent les services de police auront une ou plusieurs de ces équipes qui vont travailler les unes avec les autres. Les troisièmes équipes spécialisées, ce sont des équipes d'enquête dédiées. Alors là, ce sont des enquêteurs spécialisés en cybercriminalité. Donc, ce ne sont pas uniquement des techniciens, il y a aussi des analystes dans ces équipes-là, il y a des enquêteurs aguerris, il y a des analystes en réseau criminel qui font des interceptions aussi. Donc là, eux, ils mènent des enquêtes contre des cybercriminels, donc des fraudeurs en ligne, des hackers, des pirates malveillants.
Et le quatrième type d'enquête, qui est d'équipes spécialisées, qui est distinct, ce sont les équipes d'enquêteurs qui luttent contre la pornographie juvénile en ligne. Donc, c'est l'exploitation sexuelle des enfants. Donc là, ce sont vraiment des compétences distinctes et également en termes de vocation ou en termes de profil d'enquêteur, c'est assez différent parce que en termes psychologiques, en termes de suivi et de choix de carrière, ça fait quand même appel à des motivations assez différentes. Donc, en général, ce ne sont pas les mêmes équipes qui enquêtent sur les cyberfraudeurs et puis les gens qui produisent et qui distribuent de la pornographie juvénile en ligne. Ça me semble être des métiers qui sont parfois différents. Je veux dire, on peut être un très bon technicien, mais pas forcément un super bon cyber-enquêteur ou inversement. Ouais. Donc, ce sont des profils qui sont assez différents au final? Oui, en général, oui. Et puis encore une fois, là, ça c'est une généralisation. Chaque pays va adopter des modèles légèrement différents. Donc, ce que je dis ne s'applique pas forcément à la Belgique ou à la Suisse ou à la France. Donc, on a tenté d'essayer de généraliser, de faire des typologies un peu types, mais effectivement, ce sont des compétences très différentes. L'analyse d'outils techniques, c'est très différent de la capacité d'infiltrer des réseaux de pédopornographie et d'arriver à obtenir la confiance des délinquants ou à les persuader de divulguer de l'information personnelle. Dans certains cas, c'est plus des compétences psychologiques qui sont requises. Dans d'autres cas, c'est plus des compétences très techniques avec des profils où les gens vont probablement être conduits à s'auto-former, à être très autonomes parce qu'il y a assez peu de formation disponible, donc il va falloir qu'ils soient des explorateurs un petit peu pour développer des nouvelles méthodologies. Donc effectivement, c'est très spécialisé, c'est assez pointu, et c'est là que ça représente un défi pour les organisations policières parce que ça ne répond pas aux carrières habituelles des policiers. Pour être aussi spécialisé, il faut que les gens, dans certains cas, aient la certitude qu'ils vont pouvoir rester dans ces métiers-là pendant des années et qu'ils ne vont pas être mutés dans une autre fonction d'ici 2 ans parce qu'ils n'auront pas le temps d'acquérir cette expertise et ils n'auront pas non plus forcément la motivation de le faire s'ils savent qu'elle ne leur sera utile que quelques années et qu'ils vont être ensuite affectés à d'autres responsabilités complètement différentes. Donc, ce degré très pointu de spécialisation qui est requis fait en sorte que les organisations policières ont de la difficulté à trouver dans leur rang des gens qui ont cette expertise ou qui ont la volonté de la développer, mais qu'elles n'ont pas forcément non plus les procédures requises pour aller chercher à l'externe des civils qui vont, et ni les procédures, ni les salaires d'ailleurs compétitifs, pour aller chercher les gens qui ont les profils requis, étant donné que ce sont aussi des gens que le secteur privé s'arrache. L'autre défi qui ressort des recherches qui sont menées sur ces unités-là, c'est qu'elles sont en général un peu marginalisées au sein des organisations policières parce que les gestionnaires, ni les autres enquêteurs, ni les policiers en uniforme, les patrouilleurs, ne comprennent réellement ce qu'elles font et quelles sont leurs capacités réelles. Alors dans certains cas, on surévalue leurs capacités, on pense qu'elles sont capables de faire de la magie alors qu'elles opèrent quand même dans des contraintes très fortes. Et dans d'autres cas, on les ignore un petit peu, on a tendance à sous-évaluer ou à peut-être négliger un petit peu leur rapport possible. Et donc, très souvent, ce sont des unités qui se sentent un petit peu oubliées ou qui se sentent un petit peu pas forcément très valorisées par rapport au travail policier d'enquête plus classique, dans des crimes plus prestigieux, on va dire. Ça reste, la cybercriminalité, c'est pas un crime qui est jugé très très prestigieux dans les unités d'enquête la plus classique, comparativement aux homicides, par exemple, aux crimes organisés, au terrorisme. Vous avez évoqué le fait de recourir à des civils. Ouais. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des partenariats qui peuvent se faire avec des entreprises externes. J'ai vu des civils, vous parlez parfois de bénévoles dans le chapitre. Oui, il y a des pays, l'Angleterre fait appel à des bénévoles, à développer un système où les gens peuvent... alors, ce sont évidemment des gens qui ont des expertises de pointe, qui travaillent dans le secteur privé, en cybersécurité par exemple, ou qui font des analyses de traces numériques pour le compte d'institutions financières, de grands cabinets de jurys comptables, et qui choisissent, en Angleterre ça a été le cas, quand des structures
sont en place d'aller consacrer quelques heures chaque semaine pour travailler en collaboration avec les unités policières. Ça peut être pour faire de la sensibilisation, ça peut être pour aider à former les policiers à des techniques de pointe, parce que, comme vous l'avez évoqué, ce sont parfois des technologies qui coûtent très cher. Ce sont des gens qui ont des diplômes parfois d'ingénierie informatique très poussés, ou qui se sont formés sur le tas mais qui ont un talent particulier, mais qui ont envie d'aider, de mettre leurs compétences au service du bien commun. Et donc certains pays ont ouvert la possibilité à ces bénévoles d'offrir leurs services à la police. Il ne s'agit pas de se substituer aux enquêteurs, mais il s'agit de démultiplier un peu les ressources policières. Ceci dit, dans d'autres pays, il y a eu beaucoup de résistance parce que les syndicats policiers, y voient là un risque, une porte ouverte peut-être à une perte de contrôle sur certaines fonctions policières. Et donc, dans d'autres pays où cette option a été proposée et soulevée, il y a toujours énormément de réticence de la part des syndicats policiers. La police, souvent, elle est très localisée, elle travaille au sein d'une commune, d'une ville, d'un pays. Est-ce qu'il y a des associations policières spécialisées en cybercriminalité? Oui, alors il y a des actions de coopération internationale, surtout en Europe, avec Europol, qui a monté une équipe très efficace, une task force qui s'appelle GCAT, et qui est très efficace dans le démantèlement de groupes cybercriminels. Évidemment, Interpol joue un rôle dans ce domaine-là aussi. Et puis ensuite, je pense qu'il existe, et ça je suis un peu moins bien informé sur le sujet, mais il existe des associations d'enquêteurs policiers, notamment dans le domaine de la police scientifique des traces numériques, qui essayent d'harmoniser un peu les pratiques, de développer des standards internationaux pour faire en sorte que justement les enquêtes qui sont menées à l'échelle internationale respectent un petit peu les mêmes normes et les mêmes standards lorsque la preuve doit être présentée devant des tribunaux. Tous les policiers ont un rôle à jouer quelque part, peut-être à diverses échelles, mais les policiers de première ligne également, alors, jouent un rôle dans la cybercriminalité, sur la façon peut-être de récupérer les premières preuves ou les premières plaintes des plaignants, des victimes? Exactement. Ça serait une erreur de penser que la cybercriminalité reste l'apanage des unités d'enquête spécialisées. Je pense qu'elle est tellement omniprésente maintenant que les policiers de première ligne en uniforme doivent, à mon avis, c'est un impératif, être formés, avoir des cours d'introduction à la cybercriminalité, parce que ils vont y être confrontés d'une façon quasiment hebdomadaire, dans la mesure où les citoyens vont porter plainte pour des cas de fraude en ligne dont ils ont été victimes. Et donc, il est important que les policiers de première ligne aient des connaissances générales sur le thème, et soient capables, par exemple, d'indiquer aux citoyens qui ont été victimes quelles sont les informations dont la police va avoir besoin, comment préserver la preuve, comment essayer d'obtenir des renseignements additionnels, de la même façon qu'on a formé les policiers de première ligne à la préservation de la preuve des traces biologiques ou des traces sur les scènes de crime il y a une dizaine d'années. On s'est rendu compte que les policiers de première ligne devaient être capables de prendre les premiers gestes qui allaient protéger la scène de crime. De la même façon, aujourd'hui, les policiers de première ligne doivent être capables de conseiller les citoyens et de préserver des scènes de crime numériques pour aider les enquêtes spécialisées s'il y a matière à poursuivre des enquêtes dans ce domaine. Ah, c'est intéressant. Donc, de prendre des mesures conservatoires dans le domaine numérique, en fait. Exactement, et puis d'orienter, parce que très souvent, les victimes aussi n'ont pas la moindre idée des détails techniques qui ont permis le cybercrime ou la cyberfraude. Donc que le policier soit capable, sans rentrer dans les détails aussi, mais d'expliquer les modes opératoires qui ont été suivis par les hackers ou par les fraudeurs, juste ne serait-ce que pour rassurer, pour apaiser les victimes. Et donc ça, on voit des pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Suisse qui ont formé tous leurs policiers de première ligne avec des modules en ligne sur la cybercriminalité de quelques heures. Parce qu'en fait, il y a des études qui ont été menées en Angleterre et aux États-Unis montrent qu'avec la prolifération des cybercrimes, près de la moitié des policiers de première ligne sont confrontés chaque semaine à des cas de cybercriminalité. Donc, ça fait partie maintenant de leur métier, des interactions qu'ils ont avec les citoyens. Donc, autant les former
d'une façon systématique plutôt que de les laisser s'auto-former et puis aller chercher par eux-mêmes en ligne, parce que c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Ils essayent d'acquérir par eux-mêmes des connaissances additionnelles, parce que dans les pays ou dans les juridictions où il n'y a pas de formation dédiée qui leur est offerte, il faut quand même qu'ils essayent d'acquérir des connaissances pour répondre aux demandes et aux besoins des victimes. Parce que dans votre chapitre, vous mentionnez justement un site internet où on peut se former en ligne, et c'était notamment, enfin j'ai fait la démarche, j'étais sur le site, j'ai trouvé la formation pour les primo-intervenants. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est eFirst ou quelque chose comme ça, le nom. Et elle était disponible en français. Je vous avoue que je n'ai pas été plus loin parce que je ne savais pas si je devais prouver que j'étais policier ou pas. Mais j'ai trouvé ça en ligne. À la limite, si je retrouve dans le chapitre, je mettrai le lien en commentaire parce que je trouvais ça intéressant que ce soit si facilement accessible, en fait, si on veut. Alors, la plateforme dont on donne les coordonnées, c'est une plateforme canadienne qui recense un peu toutes les formations en ligne disponibles au Canada. Et donc, comme on est un pays où il y a 2 langues officielles, l'anglais et le français, il y a un certain nombre de formations offertes en français. Par contre, je dois vous avouer que je ne sais pas pour l'enregistrement si des policiers hors Canada peuvent s'enregistrer, mais ça vaut toujours la peine de tenter le coup parce que ces informations-là, beaucoup des contenus sont applicables en Belgique, en Suisse, en France également. C'est un phénomène mondial, la cybercriminalité, donc à voir avec eux. Ici, on a parlé d'un des chapitres du livre. Le livre en compte 5, les autres traitent de la radicalisation, donc celui-ci de la cybercriminalité, des contraintes procédurales des outils d'évaluation, l'incidence des médias sociaux et également des algorithmes. Est-ce que, d'après vous, s'il fallait trouver un 6e chapitre, vers lequel se serait-on dirigé? Alors, si on devait refaire le livre aujourd'hui, peut-être qu'on ait la place ou qu'on ait le temps de faire un 6e chapitre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pousser plus loin la réflexion qu'on a menée sur les algorithmes pour essayer d'examiner un petit peu toute la palette des utilisations de l'intelligence artificielle dans le métier policier, que ce soit dans les volets administratifs, volets de gestion, volets d'enquête, volets de maintien de l'ordre, volets de patrouille en milieu urbain, parce que je pense que c'est une technologie qui va révolutionner, comme elle révolutionne les autres activités humaines, qui va révolutionner le travail policier, peut-être avec plus de retard, parce que les organisations policières n'ont pas forcément tous les budgets puis toutes les compétences internes pour faire appel à ces technologies-là, mais avec aussi beaucoup de risques induits, notamment sur la reconnaissance faciale, sur les biais. Et je pense qu'on est allé peut-être... on a regardé en surface tout ce qu'il y avait à en dire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Par exemple, sur l'optimisation du travail administratif, je sais qu'il y a des services de police en Amérique du Nord qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des transcriptions automatisées de tous les appels citoyens, des appels d'urgence, et pour essayer d'utiliser les contenus de ces transcriptions pour faire de l'analyse criminelle ou de la résolution de problèmes un peu automatisée pour identifier des lieux problématiques ou également pour faire gagner du temps au secrétariat et aux policiers qui n'ont pas besoin de passer des heures et des heures et des heures à retranscrire des rapports d'incidents. Donc je pense que ça, il y a tout un tas d'utilisations au-delà de prédiction de la criminalité qui attire beaucoup l'intérêt, mais je pense qu'il y a d'autres applications peut-être moins glamour pour des universitaires, mais beaucoup plus utiles pour des praticiens policiers qui resteraient un peu à analyser en profondeur, et c'est peut-être vers là qu'on aurait pu rajouter un chapitre. Okay. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été disponible et de répondre à ces questions. Est-ce que par hasard je peux vous recontacter si d'autres questions devaient être posées, si y avait des remarques qui revenaient sur LinkedIn ou sur YouTube? Oui, avec grand plaisir. Nous, ce livre, on l'a écrit en pensant, on est des universitaires, on est des chercheurs, mais en pensant aussi à un lectorat de professionnels, de praticiens. Donc, si vous avez des retours, si vous avez des suggestions ou des commentaires, ou s'il y a des gens qui veulent qu'on aille en présenter les contenus dans leurs institutions respectives, c'est avec grand plaisir qu'on se rendra disponible, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est destiné c'est un outil, on l'espère, qui va être utile
à tout un tas de publics, le public général pour comprendre comment le travail policier est en train de changer, des chercheurs pour comprendre quelles sont les questions qui restent à élucider, puis les praticiens pour que peut-être les aider aussi à comprendre quels sont certains des grands enjeux, et puis nouer un dialogue avec eux parce qu'il y a des choses qu'ils savent que nous ne savons pas. Et je pense que c'est en nouant de ce dialogue-là qu'on va arriver à faire avancer un petit peu le travail policier pour le bien commun. Ok, ben, merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement ici et je vous retrouve de l'autre côté. Parfait, merci beaucoup.